Salut à tous, ici Rabdel et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on est parti pour la déconstruction de mon deck Abzan Midrange. C'est une decklist qui est très similaire au deck d'Harry Lars. Donc Harry Lars a joué au Pro Tour il n'y a pas longtemps. On va décortiquer ce deck comme vous pouvez le voir. J'ai déjà séparé ici la base de mana, les sorts, les créatures et les arpenteurs. On va voir un petit peu de quoi il en retourne pour les néophytes. Je rappelle qu'Abzan, Abzan c'est le clan tricolore blanc, noir, vert. Et vous allez voir qu'il y a énormément de cartes très très fortes. Très forte dans ce pack. Avant de passer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent sur le channel et qui font en sorte que les choses avancent. Il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus d'activités. On arrive même à un point où j'arrive difficilement à tenir la cadence, mais je m'accroche, donc n'hésitez pas, mais c'est vraiment très très bien. Merci à tous. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, eh bien bienvenue et je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Il y a un lien d'abonnement juste en dessous. À peu près ici, le bouton rouge, comme ça vous aurez une notification quand je publie une vidéo. N'hésitez pas également à partager et liker ces vidéos si vous les aimez. Et si vous voulez discuter de ce deck, en commentaire de vidéo juste en dessous, n'hésitez pas. On est parti mid-range. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Il y a trois, en gros, il y a deux principaux concepts dans Magic. Il y a aggro, pendant que mes chats se battent, c'est ça aggro. C'est à peu près ça. C'est la bataille de chats. C'est tuer le plus vite son adversaire. Et il y a contrôle de l'autre côté du spectre, qui est contrôler le jeu, faire en sorte que l'adversaire s'essouffle et n'ait plus de cartes jouables. Nous, on a toujours des cartes jouables et on met par exemple une grosse menace et l'adversaire ne va pas pouvoir la gérer. Et puis c'est comme ça qu'on gagne. C'est très simple. Aggro, contrôle, et au milieu on a midrange. Midrange, ça fait un peu les deux en fait. Ça va mettre des menaces pas trop lentement. Ça va avoir plusieurs types de menaces, diverses façons de tuer et beaucoup de sorts de contrôle. C'est ce qu'on va voir dans toutes ces cartes. On va commencer par les créatures, notamment également, vu qu'il y a du vert, il y a une espèce de composante rampe. Rampe, c'est avoir plus de mana. Par exemple, au tour 1, on pose un terrain, on a un mana. Au tour 2, on pose un deuxième mana, donc on a 2 mana. Un deck rampe va faire en sorte, par exemple, au tour 4, au tour 3, il va avoir 4 mana. Ou au tour 4, il va avoir 5 mana. Voilà, il va prendre de l'avance sur le mana, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on va faire avec des cariatides, Sylvan Cariatide, qui donne un mana de la couleur que vous voulez. Un 0-3 défenseur exproof pour 2. Très bonne carte. Et on va avoir aussi 2 elfes mystiques pour faire cela. Elfes mystiques pour 1 vert, 1-1 et donne un mana vert. Très très simple. Donc ça, c'est la base de rampe de notre deck. Il n'y a que 3 cariatides, mais dans ce deck, j'en jouais 4. On m'en a juste prêté une. Il y a quelques cartes qu'on m'a prêté, je vous le dirai. Au fur et à mesure. Il y a 4 coursières de Crufix qui sont des cartes magnifiques, seulement pour 3 dons de verre, 2, 4. Vous jouez avec la carte du dessus de bibliothèque révélée, vous pouvez jouer cette carte si c'est une carte de terrain, et à chaque fois que vous mettez un terrain, vous gagnez un point de vie. C'est une carte excellente, ça permet de tenir sur la longueur, une 2-4 pour 3. Déjà ça met un vrai frein à un deck aggro. Vous gagnez en plus des PV. Ça marche très bien avec Fetch, comme ça on n'a pas le désavantage de Fetch Land, donc coursière de Crufix. C'est une carte excellente. C'est un enchantement, donc ça peut être désenchanté, mais tout de même c'est génial. C'est vraiment une très 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 bonne carte. Ensuite, on a le principal buddy. Le principal buddy de ce deck qui nous vient tout droit de Khan of Tarkir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant on était sur Born of the Gods, Teros et M15 avec les mystiques. Là on est dans du Khan of Tarkir, une des créatures qui fait que midrange Abzan, sa biche, c'est Rhinocéros de siège. Une 4-5 piétinement pour 4, dont avec un de chaque couleur Abzan. 4-5 piétinement pour 4, c'est plutôt fat. Et on a, quand le Rhinocéros de siège arrive en jeu, votre adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Ça biche de ouf.
Donc voilà, une grosse créature, la principale menace de ce deck. Rhinocéros de siège, très très bon, hein, j'en joue 4, c'est monstrueux. À côté de ça, je joue 2 rocs compagnons. Pourquoi 2 rocs compagnons et pourquoi pas plus, notamment déjà parce que 5 ça commence à être beaucoup, 2 blancs c'est pas forcément ce qu'on aura énormément avec notre deck, même si on y arrive, hein, on y arrive pas trop difficilement, mais déjà que ça arrive tard, et en plus pour avoir vraiment le plein potentiel, il faut arriver à attaquer. À partir du moment où on peut être offensif, c'est qu'on est bien dans la game. Ça, c'est pour vraiment, je pense, enfoncer le clou pour moi. Hein, pour moi. Après, également, ça gère le volant, mais les principales menaces volantes du format, c'est Sphinx des Hospices et Sarkhan. Et ça ne gère aucun des deux, malheureusement. Ça gère, par contre, si Chevaucheur de Mantis, ce qui est pas mal. Donc, au final, Rogue Compagnon, c'est pas si mal. Par contre, bon, les decks qui jouent Chevaucheur de Mantis, souvent vont avoir des charmes de Jeskai, donc là on perd le match-up. Joue aussi des Stoke the Flame, des Activer les Flammes, donc on perd aussi les Rogue Compagnons. Mais une carte qui nous donne 2, 3, 4 volantes pour une seule carte, on se devait quand même d'en jouer. Et derrière, ça c'est une de mes additions personnelles, un Polukranos. Ça me permet d'être un peu mieux dans un match-up miroir, d'avoir une 5-5 pour tuer des 4-5, c'est quand même pas mal. Et j'aime bien aussi avoir ça contre aggro. J'aime beaucoup cette carte au final parce qu'elle rentre dans beaucoup d'aspects du jeu. Et je me demande si j'en mettrais pas plus au final de Polukranos. Très bonne créature, 5-5 pour 4, avec une monstruosité pour 2x et un vert. Donc elle gagne plus X quand elle est monstrueuse. Et quand elle est monstrueuse, elle inflige X blessures réparties comme vous voulez à n'importe quelle créature et que vos adversaires contrôlent, et chacune de ces créatures se bat en plus en contrepartie avec Polykranos. Donc ça permet de tuer plein de bêtes. Contre un maître plébien gobelin par exemple, ça peut très facilement tuer 2 jetons pendant la phase de bloc ou faire vraiment des trucs très sympas. Donc j'aime beaucoup Polykranos, c'est une addition de mon cru. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je pense en rajouter d'ailleurs, parce que c'est vraiment très fort. On va passer à la base de sort. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Hein, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo. J'en ai tiré une non promo et regardez cette magnifique carte Destruction Totale qui est la promotionnelle du Game Day. Donc j'ai fait 2 événements au Game Day, donc deux cartes. Elles sont foil et elles sont full art. Je trouve cette carte magnifique. Et c'est une carte très très puissante pour 2 incolores, un blanc, un noir, en éphémère, exilé le permanent non terrain ciblé. Ça exile énormément de choses, des planeswalkers, des créatures que l'on veut pas avoir, des ascendances de Jeskai contre les decks combo. Ça fait le café. Et ça, c'était un chat. Voilà, c'est dit, c'est fait, l'apparition. Destruction totale, donc j'aime énormément. Pour aller un peu avec, on a quelque chose qui fait à peu près pareil. Pour 2 incolores, un blanc en enchantement, la lumière de bannissement qui exile un permanent non-terrain, tant que ça c'est banni. Tant que ça c'est en jeu. L'avantage c'est que ça coûte un noir de moins. Le désavantage c'est que c'est un enchantement et que ça peut être géré, notamment par destruction totale. Donc j'en ai mis un. Par exemple, j'ai pas mis 3 destructions totales, j'ai mis 2 et une lumière de bannissement, parce que quand même, contre aggro, ça sort un tour plus tôt. Et bizarrement, en jeu, on peut se poser la question destruction totale, lumière de bannissement. Je pense que contre un deck aggro, je sortirai les destructions totales qui arrivent trop tard, et je mettrai des lumières de bannissement. On va voir le side après. Le sideboard est ici, vous pouvez voir, il y a déjà une chute du héros, on va y arriver aux chutes du héros. Déjà, on va avoir 4 charmes d'Abzan. C'est des charmes qui font énormément de taf dans les parties et qui sont assez centraux dans ce genre de deck. En gros, pour un de chaque couleur Abzan, blanc, noir et vert, on a 3 choix. Soit exiler une créature qui a une force supérieure ou égale à 3. Donc ça c'est bien pour gérer énormément de choses. Mantis Rider, des Polykranos adverses, des Rhinocéros adverses, énormément de choses. Soit on peut piocher 2 cartes, perdre 2 points de vie. Ça c'est sûrement ce qu'on fera le plus avec ça.
Et le dernier, qu'on fera moins souvent mais qui peut être intéressant, répartir 2 marqueurs +1/+1 entre une ou deux créatures ciblées. C'est sympa dans des match-up miroirs par exemple, des batailles de rhinocéros où le nôtre prend un +1/+1. Ça, c'est quelque chose à considérer. Aussi contre aggro, mettre 2 +1/+1 sur, sur des cariatides pour bloquer des jetons par exemple et les tuer vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait très très souvent avec un charme d'Abzan. Ensuite, vous voulez voir, il y en a une en side et j'en ai 3 ici, dont 2 foils d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez. C'est bien entendu chute du héros, un des removals de prédilection de ce format. Pour 2 noirs et 1 incolore, détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, donc c'est très bien, c'est versatile, ça tue plein de choses. Chute de héros, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est une rare de Teros. Je vais mettre la non-foil devant parce que vous la verrez peut-être un peu mieux. Mais oui, très très bonne carte, chute du héros, bien entendu. C'est un peu le bread and butter de ce genre, de ce format quand on joue noir. Et bien entendu, en parlant de bread and butter, on a 4 saisies dépensées. Pour un noir, en rituel, le joueur révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, il s'en défausse, vous perdez 2 points de vie. C'est la base du contrôle, hein, c'est le gros contrôle. Typiquement, arriver à faire une saisie au tour 1, vous savez ce que votre adversaire peut vous jouer, vous contrôlez la partie, c'est très très fort. Saisie dépensée, 4, bien entendu, le maximum possible. Donc vous voyez, hein, on a des sorts puissants, on a des créatures puissantes, donc on va aller dans les deux optiques, hein. On va essayer de mettre des pains pas trop lentement et contrôler assez fortement. Donc voilà, typiquement le midrange, et ce qui caractérise aussi le midrange, c'est quelques planeswalkers. Je ne suis pas forcément convaincu de tous ces choix. Mais en gros, il y a 2 Elspeth. Il y a 2 Elspeth et 2 Zadjani, mentor de héros. Les deux rentrent, les deux ont leur utilité hein, complètement. Il y a également un que j'ai pas ici, qu'on m'a prêté et que j'ai rendu, bien entendu. C'est un Sorin Visiteur Solennel, puisque je n'en ai pas encore. Donc il y a un Sorin Visiteur Solennel et c'est sûrement le Planeswalker le plus utile dans ce deck. Donc je me demande si typiquement les Adjani ne partiraient pas contre 2 autres Sorin. Ça serait tout à fait justifié, je pense. Parce que l'Adjani est ouais, je pense que c'est le moteur de pioche qui est intéressant quand même sur la Jenny, mais il coûte 5. Il coûte 5. Il coûte 5 et il faut le protéger à côté. Donc c'est pas dit que ça soit très très utile. On va partir sur maintenant la base de mana. Et là je peux vous dire que la base de mana dans ce format, c'est d'un casse-tête chinois. Regardez tous les landes différents que je joue. Je vous l'avoue, je me suis contenté de reprendre la base de mana d'Arilax. Et on va aller dans le détail, hein, mais en gros, donc il y a une confluence de mana. Pourquoi une seule confluence de mana alors qu'on pourrait en jouer 4 et c'est un terrain qui fait de la couleur que l'on veut. Parce qu'à chaque fois on prend un point de dégâts. Et on va voir que dans ce format, on va vouloir avoir des terrains dégagés pour jouer des choses, mais on va pas vouloir prendre trop de dégâts et on va vouloir quand même scry avec des scrylands. Donc en gros, une confluence de mana, un terrain qui fait des dégâts. On a 2 cavernes de Qualo. C'est des bilands blanc-noir qui font des dégâts. On a 2 landes de la noire, j'en ai qu'une parce qu'on en a prêté une, je n'ai pas la deuxième. Mais encore un terrain qui fait des dégâts. Ensuite, on a un Urborg, Tongue de Yogg-Saibul. Au lieu de mettre des marais dans ce deck, on n'a pas besoin, autant mettre des Urborg. Ça transforme tous vos terrains en marais. Ça vous sera beaucoup plus utile. Donc, il n'y a pas de marais de base, il y a un Urborg à la place d'un marais, puisque ça sera beaucoup plus utile. On a vu, notamment là-dedans, qu'on joue des chutes du héros. Chute du héros, ça coûte 2 noirs. Si on veut jouer 2 chutes du héros dans notre tour, ça va être difficile si on n'a pas d'Urborg. Un seul, par contre. Ensuite, on a des temples. Voilà, 4 temples, 5 temples en fait, puisque encore une fois, on m'a prêté un temple de la maladie, je n'en ai que 3.
dont un foil. Et un temple du silence, j'ai pris mon foil parce que c'est quand même plus sympathique. 5 temples, en gros. 5 temples pour Scry. Donc le regard, c'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que vu qu'on joue des cariatides, des coursières de Crufix, vous voyez la carte que vous allez piocher. Vous allez pouvoir décider de la scry de la mettre en dessous de votre bibliothèque avec un scryland. Donc vous allez épurer votre pioche dynamiquement pendant la partie. C'est vraiment très sympa. Donc 4 temples. Ensuite, bien entendu, il y a des fetchlands dans le format, donc on ne va pas s'en priver. À quoi servent les fetchlands? Ils servent à aller chercher des terrains de base. Donc on va devoir ajouter des terrains de base. D'ailleurs, je vais mettre les citadelles au fond. 4 terrains de base. Là, on a mis 5 terrains de base plutôt. 3 forêts, 2 plaines et 4 landes venteuses. Très souvent, il m'est arrivé d'avoir des landes venteuses inutiles parce que j'avais déjà tous les landes de base. Si vous en avez 2 en main de départ, par exemple, vous êtes sûr d'avoir une lande venteuse qui sera inutile. Les landes venteuses ont aussi un deuxième intérêt très important. Encore une fois, quand vous avez une coursière de Crufix et que vous ne voulez pas la carte du dessus de vos bibliothèques, vu que la lande venteuse vous fait mélanger votre bibliothèque. Très important. Vous pouvez utiliser le fetch pour enlever la carte du dessus de votre bibliothèque et la mettre ailleurs. Voilà. En avoir une nouvelle en tout cas. Donc ça, c'est le genre de synergie très forte que vous avez avec Fetchland. Fetchland coursière de Crufix. Donc voilà, donc ça c'est land de base plus land venteuse. Hein. Et bien entendu, on va avoir des trilands. Pourquoi se priver? On joue 3 couleurs, il y a des terrains qui se donnent 3 couleurs. Et ben on va jouer 4 citadelles de la steppe de sable, le triland Abzan. C'est des landes qui arrivent en jeu engagé. Donc voilà, l'équation est assez simple à faire en fait, selon moi. On a un peu plus de la moitié des landes qui arrivent en jeu dégagé, un peu moins de la moitié qui arrivent en jeu engagé, mais avec un upside très important, hein, soit le scry, d'ailleurs la tombe de Yogg-Zebul est ici, soit, d'ailleurs, donc au final, oui, on va faire le calcul, on a 8 ici, et donc on a 20, 10, 16, on a 16 landes, c'est ça, si je me rappelle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 vu que j'en ai un ici. Donc on a 15 landes qui arrivent en jeu dégagé. Et 9, vu que j'ai un temple de la maladie en plus, 9 qui arrivent engagés. Donc on n'est quand même pas embêté par des landes qui arrivent trop engagées. Et on n'est pas non plus embêté par des landes qui vont nous mettre trop de points de dégâts. On a 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a une deuxième lampe de la noire qui vont nous mettre des points de dégâts régulièrement si on n'a pas de fixing, hein, parce que au pire ça nous fixe tant qu'on n'a pas les autres manas. Je rappelle que ces terrains font un incolore sans se prendre de dégâts. Et à côté on a les landes venteuses qui ponctuellement vont nous mettre un point de dégâts. Donc on va pas prendre énormément de dégâts non plus. C'est plutôt bien pensé. Arilax a fait un très bon taf sur cette mana curve. Après, pourquoi un temple, deux temples de la maladie, un temple du silence? Pourquoi cette répartition entre les cavernes de Qualo, les forêts, les plaines, etc. Pourquoi un Urborg? Je pense, je l'ai pas refait, mais je pense qu'il a fait ce que je fais très souvent dans les deck building que vous avez vu, faire la répartition, regarder ce que vous voulez. Les manas bicolorés vont être très très importants. On sait qu'on va vouloir 2 verts rapidement pour mettre des coursières, 2 verts très rapidement et 2 noirs très rapidement. Donc on peut voir que on a 4 verts noirs, ce qui est tout à fait normal. On a des fetch pour aller chercher les blancs, donc on va mettre moins de blancs, plus de forêt. Un Urborg,
c'est très intelligent, hein. Il y a deux Painland vert-noir, deux Painland noir-blanc. Euh, ouais, plutôt intelligent ce qu'il nous a fait là. Et donc voilà, donc cette mana base, ça va vous être très difficile si vous voulez vraiment optimiser. Si vous avez toutes les cartes et si vous voulez optimiser votre mana base en standard, on pourrait y passer des heures à parler de mana base. Avec tous les terrains disponibles, c'est assez hallucinant ce qu'on peut faire. Mais là, j'avoue, Arilax a fait un très bon boulot de mana base. Et ça tourne pas mal. On va s'intéresser au sideboard qui est, ma foi, plutôt simple. On va commencer tout d'abord par. Enfin, en même temps, on va commencer. Ça fait quasiment tout le sideboard, hein. Donc voilà. Hop, le sideboard. Alors, la quatrième chute de héros. Pourquoi la quatrième chute du héros? Et pourquoi pas la mettre directement dans le deck? Chute de héros, ça tue créature et planeswalker. En fait, de base, on a essayé d'être très versatile, sachant qu'on a déjà 4 sorts qui gèrent créatures, uniquement créatures. On s'est donné un peu d'espace pour gérer autre chose que des créatures. Si notre adversaire ne joue pas de Planeswalker, d'enchantement, etc., c'est sûr qu'on va, et n'a pas des créatures indestructibles par exemple, on va enlever les Utter End, hein, les destructions totales qui coûtent 4 pour mettre un sort qui fait aussi bien au final et qui coûte 3. Donc voilà, la chute de héros il est tout à fait possible qu'elle sorte. En quelque chose de très simple également, lumière de bannissement. Pourquoi lumière de bannissement? Il y a encore les dieux, hein, dans le format, il y a des dieux. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas être gérées, par exemple par chute de héros, des enchantements, des planeswalkers. Et si on a par exemple un deck en face de nous qui joue beaucoup de planeswalkers, on va avoir envie de mettre chute du héros, puisque ça tue des planeswalkers, mais potentiellement aussi rajouter une deuxième lumière de bannissement. Donc voilà, lumière de bannissement contre les Mardou Walker par exemple, très très bonne addition. Ensuite, on va passer à tout ça en fait. Tout ça, c'est de la gestion de créatures plus ou moins ciblées, plus ou moins contre aggro. Donc en gros, on va avoir principalement des Drown in Sorrow qui pour 3 en rituel mettent -2/-2 à toutes les bêtes, regard 1, contre les Goblin Rabble Master, les maîtres plébiens gobelins que l'on déteste. Donc voilà, bien entendu, également contre plébien, on va avoir Fléau biliaire, Bill Blight, hein, bien entendu, à claquer dans les dents de notre adversaire. Donc ça, c'est vraiment contre le très très aggro, hein. On va avoir entaille meurtrière contre aggro également, mais aussi contre midrange. Tuer une grosse bête pour potentiellement 1, c'est très fort. Donc en fait, là on a le très très aggro, le midrange. On a aussi 2 mettre fin aux hostilités en midrange, qui est quelque chose d'intéressant. Par exemple, si vous l'avez en main de départ, vous pouvez, contre midrange, opter pour ne pas poser un board très conséquent, faire mettre fin aux hostilités, et donc vous faites un très gros card advantage en fait sur mettre fin aux hostilités pour arriver à un mid-game à votre avantage directement. Et mon addition à moi, j'ai mis 3 Tormod script parce que le format étant encore indécis, j'ai envie d'avoir une réponse contre des jeux qui iraient fouiller dans leur cimetière de manière beaucoup trop allègre, notamment contre un deck qui veut me tuer, un bleu-noir par exemple, qui veut me tuer soit à Prognostic Things, soit avec Empty the Pits. Et ben, contre Empty the Pits, au moins j'ai Crypt de Tormod. Voilà, ça c'est mon addition, hein, personnelle. Arilax n'a pas du tout mis Crypt de Tormod dans son side, sinon c'est à peu près le même side que notre ami Arilax. Lui d'ailleurs n'a pas mis 2 fins aux hostilités, il a mis aussi une Vras Abzan. Je suis pas forcément convaincu. J'ai plutôt opté pour 2 mettre fin aux hostilités et personnellement, même je les ai pas beaucoup joués.
Faudra que je vois l'impact de cette carte vraiment en jouant. Mais voilà le sideboard. Et donc on arrive à la fin de ce descriptif de mon deck Abzan Midrange et quasiment hein, du deck d'Arilax, le gagnant du dernier Pro Tour Khan of Tarkir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui met des pains quand même. On a des créatures qui rigolent zéro, hein, je rappelle, Polychronos, Rock, Rhinocéros, ça rigole zéro. Sachant qu'à côté on a énormément de bons sorts pour gérer le board adverse, hein, je rappelle, il y a quand même de base 3 chutes d'héros, 4 charmes d'Abzan, 1 lumière de bannissement et 2 destructions totales. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce descriptif de deck, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Si vous voulez faire une version budget de ce deck, je pense que vous pouvez enlever énormément de la base de land en mettant des lands communs, euh, les lands en commun qui sont dans Khan of Tarkir, tout à fait possible. Vous pouvez enlever la base de Planeswalker et partir sur des grosses bêtes en Abzan. Je pense notamment au guide Abzan, des grosses bêtes de manière générale. Et ici, vous pouvez changer les saisies contre des dédains. Et en removal, vous avez plein de trucs. Les charmes d'Abzan, vous les aurez assez facilement. Lumière de bannissement, ça se trouve aussi. Les gros removal comme chute du héros, etc. Vous pouvez les remplacer contre des entailles meurtrières, typiquement. Voilà, contre tout ça, par exemple. Entailles meurtrières. 4 entailles meurtrières contre 4 chutes du héros. Dans une version de budget, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc voilà, votre version budget de ce deck. N'hésitez pas à le jouer. Hein, n'hésitez pas à construire ce deck même budget. Vous verrez, c'est vraiment très très sympathique à jouer. Et donc voilà, tout simplement. Encore une fois, redites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce descriptif, si vous voulez que j'en fasse plus à l'avenir. J'ai déjà prévu de vous faire d'autres descriptifs. Là, j'ai le deck en vrai, donc je me permets de le faire. Hein. En plus, c'est c'est un deck qui a gagné en Pro Tour déjà, hein, donc plutôt pas mal. Je vais vous faire sûrement d'autres versions, mais numériques, par exemple, des Jeskai qui tournent, des Mardou, du bleu-noir contrôle, etc. Et du deck moderne Jeskai Ascendance aussi, et du Jeskai Ascendance standard. Voilà, les amis, j'espère que ce petit aperçu vous allèche déjà d'avance. Et en attendant la prochaine vidéo sur le descriptif de deck suivant, qui viendra je ne sais pas quand. J'ai eu un bon rythme là actuellement, je ne sais pas si je vais continuer une vidéo par jour, mais en tout cas régulièrement je vais vous mettre des vidéos, ne vous inquiétez pas. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis amusez-vous avec Magic, construisez des decks et have fun. Voilà, ciao ciao, à plus. Et salut à tous, ici Rabdel, et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on est parti pour la déconstruction de mon deck Abzan Midrange. C'est une decklist qui est très similaire au deck d'Arilars, oui, donc Arilars a joué au Pro Tour il n'y a pas longtemps. On va décortiquer ce deck comme vous pouvez le voir. J'ai déjà séparé ici la base de mana, les sorts, les créatures et les arpenteurs. On va voir un petit peu de quoi il en retourne pour les néophytes. Je rappelle qu'Abzan, Abzan c'est le clan tricolore blanc, noir, vert. Et vous allez voir qu'il y a énormément de cartes très très fortes. Très très forte dans ce pack. Avant de passer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent sur le channel et qui font en sorte que les choses avancent. Hein, il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus d'activités. On arrive même à un point où j'arrive difficilement à tenir la cadence, mais je m'accroche, donc n'hésitez pas, mais c'est vraiment très très bien. Merci à tous. Si vous êtes nouveau, hein, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, eh bien bienvenue et je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Il y a un lien d'abonnement juste en dessous. À peu près ici, le bouton rouge, comme ça vous aurez une notification
quand je publie une vidéo. N'hésitez pas également à partager et liker ces vidéos si vous les aimez. Et si vous voulez discuter de ce deck, et ben, en commentaire de vidéo juste en dessous, n'hésitez pas. On est parti mid-range. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Il y a trois, en gros, il y a deux principaux concepts dans Magic. Il y a aggro, pendant que mes chats se battent, c'est ça aggro, c'est à peu près ça, hein. C'est la bataille de chats, c'est tuer le plus vite son adversaire. Et il y a contrôle de l'autre côté du spectre, qui est eh bien, contrôler le jeu, faire en sorte que l'adversaire s'essouffle et n'ait plus de cartes jouables. Nous, on a toujours des cartes jouables et on met, par exemple, une grosse menace et l'adversaire ne va pas pouvoir la gérer. Et puis c'est comme ça qu'on gagne. C'est très simple. Aggro, contrôle, et ben au milieu on a midrange. Midrange, ça fait un peu les deux en fait. Ça va mettre des menaces pas trop lentement. Ça va avoir plusieurs types de menaces, diverses façons de tuer et beaucoup de sorts de contrôle. C'est ce qu'on va voir dans toutes ces cartes. On va commencer par les créatures, notamment également, vu qu'il y a du vert, il y a une espèce de composante rampe. Rampe, c'est avoir plus de mana. Par exemple, au tour 1, on pose un terrain, on a un mana. Au tour 2, on pose un deuxième mana, donc on a 2 mana. Un deck rampe va faire en sorte, par exemple, au tour 4, au tour 3, il va avoir 4 mana. Ou au tour 4, il va avoir 5 mana. Voilà, il va prendre de l'avance sur le mana, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on va faire avec des cariatides, Sylvan Cariatide, qui donne un mana de la couleur que vous voulez. Un 0-3 défenseur Hexproof pour 2. Très bonne carte. Et on va avoir aussi 2 elfes mystiques pour faire cela. Les elfes mystiques pour 1 vert, 1-1 et donne un mana vert.